La culture de l'imaginaire a encore de beaux jours devant elle, notamment du côté de la littérature. Je vous propose de découvrir une auteure qui s'appelle Manon-Elisabeth Dombremont et qui écrit des choses qui vont être surprenantes pour certains, mais qui restent de très bonnes lectures. Bonjour Manon. Bonjour. J'ai eu la chance de lire un livre écrit de vos mains, qui est un premier tome d'une série qui se passe dans un monde de fées. On pourrait penser que c'est féerique, mais c'est étiqueté Dark Fantasy. On va en parler tout à l'heure. Avant de parler de ce que vous faites, de ce que vous écrivez, on va s'intéresser à vous, car avant d'écrire, ou en même temps que l'écriture, vous avez un passé lié au monde du jeu. Alors tout d'abord, Manon-Elisabeth Dombremont, pouvez-vous nous dire comment est arrivée cette passion ou ce goût pour l'écriture? C'est une très bonne question. J'ai du mal un peu à mettre un point de départ fixe sur cette passion. Je pense que ça vient à la toute base de mon profil de lectrice. Donc, depuis très jeune, je lis. Je lis énormément. J'ai une mère qui est une grosse lectrice également et qui m'a toujours poussée vers les livres. Et du coup, forcément, quand on lit, souvent, on commence à imaginer ses propres histoires. On se dit, tiens, cette fin-là, j'aurais aimé que ce soit comme ça, ou tiens, moi, j'aurais fait autrement. Et je pense que c'est parti d'une part de ça, et de l'autre part, quand j'ai découvert le RPG sur forum, j'avais plus ou moins 11 ans. Et c'était sur un forum One Piece, donc j'ai découvert le manga plus ou moins en même temps, je vais dire. Et voilà, donc j'ai découvert le concept, je ne le connaissais pas du tout, les membres du forum m'ont expliqué un peu ce que c'était, etc. Je me suis lancée dans l'aventure et j'ai pris le virus. Et depuis, j'ai jamais vraiment arrêté. On est presque 15 ans plus tard et j'y suis toujours. Alors pour ceux qui ne savent pas, le RPG c'est le role playing game, c'est-à-dire le jeu de rôle. Mais vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce concept du RPG sur forum? Oui, alors en fait, donc c'est un jeu de rôle, hein, comme vous l'avez dit. Sur forum, on crée un personnage dans un contexte. Je veux dire, chaque forum a son contexte. Il existe des RPG Harry Potter, des RPG sur le Seigneur des Anneaux, sur les super-héros. Il y a vraiment tout. Enfin, on couvre une très très large thématique. On s'inscrit sur le forum qui nous intéresse. On crée un personnage selon les règles établies. Donc, on lui définit un avatar, un caractère, une histoire. Éventuellement des pouvoirs si le forum s'y prête. Et ensuite, on interagit avec les autres. Donc, c'est un peu différent de ce qui se fait en termes de jeu de rôle sur table, parce que s'il y a un maître du jeu, il n'est pas aussi omniprésent. Ça se joue vraiment entre les membres. Donc, on va vers un personnage qui nous intéresse et on lit un peu son profil et on se dit, tiens, si nos deux personnages se rencontraient, qu'est-ce que ça donnerait? Et se crée alors éventuellement une relation ou je veux dire, un lien, comme on appelle ça, qui peut être positif ou négatif, qui peut se limiter à une collaboration, par exemple, dans le cadre d'une enquête, ou qui peut aller beaucoup plus loin en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que les administrateurs proposent aussi comme intrigue. Donc voilà, ça se joue sur deux niveaux. Ça se joue d'abord au niveau des individus, donc des relations plus personnelles qui se développent autour du personnage, et au niveau macro, je vais dire, donc de l'univers, avec des intrigues qui sont là gérées par un maître du jeu. Alors est-ce que ça veut dire que en plus du jeu de rôle, vous avez un profil de joueuse? De joueuse, oui, tout à fait. Donc moi déjà, j'ai été maître du jeu sur plusieurs forums tout au long de mon expérience de rôliste, je vais dire, et je le suis encore actuellement. Mais j'ai aussi un profil de gameuse, comme on peut dire. J'ai joué pas mal, enfin j'ai joué à plusieurs jeux vidéo, je vais dire. Je joue toujours actuellement. J'ai une préférence pour les MMO. Donc j'ai joué pendant des années à World of Warcraft. J'ai dû mettre une pause à mon abonnement le temps de terminer mon mémoire, mais je compte bien reprendre à la nouvelle extension. Donc voilà, c'est un élément qui est assez important dans ma vie et dans ma culture de l'imaginaire, oui. Alors peut-être que les gens qui nous écoutent l'ont deviné, mais vous êtes assez jeune, vous avez 24 ou 25 ans, et vous faites encore des études. Vous arrivez à lier toutes ces passions qui peuvent être prenantes. On sait que le jeu vidéo en ligne, ça peut être prenant, que l'écriture peut être prenant, et les études, bien sûr, c'est prenant. Alors je vais avoir 25 ans ici au mois de juillet, donc je crois qu'on peut dire que j'ai 25 ans, effectivement. Et c'est vrai que c'est très prenant.
C'est pas toujours facile. J'ai la chance d'être à l'université de Liège qui propose aux étudiants dans ma situation ce qu'on appelle un statut artiste. C'est-à-dire que sous réserve de preuve d'une activité artistique à un degré professionnel, ce qui est mon cas, on a un statut particulier qui nous permet, par exemple, d'aménager certains horaires, de pouvoir déplacer un examen s'il tombe pendant une manifestation importante ou pendant un rendez-vous professionnel, je vais dire, de pouvoir être absent à des cours obligatoires sous réserve évidemment de justification. Donc voilà, j'ai la chance d'être vraiment épaulée par mon université à ce niveau-là. Je sais que c'est quelque chose qui n'existe absolument pas en France et qui est quand même assez rare en Belgique également. Il me semble que l'ULG est la seule à vraiment s'investir là-dedans, mais j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau, même si c'est vrai que j'ai eu des accidents de parcours. J'ai souvent des repêches au mois d'août. Voilà, ça m'empêche pas d'avoir finalement une bonne moyenne générale, mais souvent mes sessions d'examen se font sur 3 sessions au lieu de 2 parce que bon, il y a un moment, ça devient compliqué de tout étudier d'un coup, de réussir correctement. Et voilà, je me démène, il faut faire des choix, des sacrifices. Par moment, il faut arrêter d'écrire, il faut arrêter de jouer. Il faut se concentrer sur les études. C'est ce que j'ai fait cette année-ci. J'ai sacrifié un peu le jeu vidéo pour pouvoir écrire mon mémoire dans les meilleures conditions possibles. Alors, le jeu de rôle ne mène forcément pas à l'écriture. Quel a été le déclic qui vous a poussé à écrire peut-être une première nouvelle, un premier roman, en vue d'être publié? Parce que quand on écrit, derrière, il y a souvent cette envie d'être publié. Il y a souvent cette envie, elle n'est pas forcément présente, et je dirais que beaucoup de personnes qui font du jeu de rôle sur forum développent finalement un virus de l'écriture et ont envie d'écrire un roman, quel qu'il soit, et de le publier parce qu'on a un peu cette idée du monde merveilleux de l'édition, je veux dire, d'un passe-temps, d'une passion qui va permettre de vivre. On croit que tout va bien se passer, je vais dire, et on tombe toujours un peu des nues quand on y arrive. L'écriture de jeu de rôle est vraiment très différente de l'écriture de roman, et c'est une leçon finalement que j'ai apprise à mes dépens, je veux dire, en avançant sur cette voie. Pourquoi j'ai commencé à écrire ce premier roman? C'est né d'un manque. Un manque de littérature type dark fantasy. À l'époque où je l'ai écrit, il n'y avait pas énormément de publications traduites de ce genre littéraire qui nous vient principalement d'Angleterre et des pays anglo-saxons, je vais dire. Et je me suis dit, mince, allez, je vais écrire une histoire que moi j'aurais envie de lire. Mais à l'origine, ça vient quand même du jeu de rôle, ça vient de personnages que j'avais créés sur un forum. Certains personnages ont été incarnés par des amis proches pour m'aider à visualiser certaines scènes, certains dialogues, ce genre de choses. Et finalement, c'est parti comme ça, mais à la toute origine, je pensais pas spécialement que j'en ferais quelque chose. C'est parce que j'ai été poussée et qu'on m'a dit, mais si tu as du talent, lance-toi. Je me suis dit, au pire, ça ne coûte rien. Donc, je me suis lancée et voilà, finalement, je ne le regrette pas, même si le chemin fut parsemé d'embûches. Alors ça donne plusieurs cycles, hein. Il y a un texte unique qui s'appelle Bradva. Vous avez aussi écrit plusieurs tomes dans Chroniaverse. Il y a les légendes de Fae, celui que j'ai commencé avec plusieurs tomes, dont le 3e ne va pas tarder à sortir. Et puis il y a un autre cycle, Lune de miel. Vous êtes très productif dans votre vie. Ça prend combien de temps l'écriture? Ça prend beaucoup de temps. En fait, j'écris systématiquement mes romans pendant le NaNoWriMo, donc soit en novembre, soit pendant les camps en avril et en juillet. Le NaNoWriMo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un défi d'écriture. Celui de novembre, le but c'est d'écrire 50 000 mots en un mois, donc on a un quota de mots à respecter tous les jours. On ne gagne rien, si ce n'est le plaisir, je veux dire, d'y arriver, et ça se fait en groupe. Donc on s'entraide entre auteurs, etc. On se motive, on donne chaque jour notre avancée. C'est vraiment très stimulant.
Et en avril et en juillet, c'est nous qui choisissons les objectifs. Donc en juillet 2016, j'ai écrit Bradva sur un mois. Le premier jet était terminé. Et à partir du moment où j'ai le premier jet, c'est vraiment le plus dur à produire pour moi, c'est ce premier jet. Une fois que c'est fait, j'ai vraiment beaucoup plus facile à retravailler le texte et ça peut aller très vite. Mais quand je m'y mets, je fais que ça. Du début, du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, je vais faire que ça pendant plusieurs jours et je vais travailler vite parce que j'ai l'habitude de travailler, de travailler sous pression. Je veux dire, avec l'UNIF, on n'a pas le choix. Donc voilà, mais ça dépend des gens en tout cas. Moi, je travaille vite, mais par moment, j'ai un peu regretté parfois d'avoir été trop vite sur certains textes et de ne pas avoir laissé peut-être passer plusieurs mois avant de les proposer à mon éditeur. Alors ça veut pas dire que vous pourrez pas les retravailler dans Non, un bien futur sûr. proche, hein. Non, ça c'est certain, mais bon, j'ai déjà réédité Les Légendes Fées qui étaient parues chez un premier éditeur et qui étaient récupérés par Livrebook. J'ai pas spécialement, j'ai envie d'avancer aussi, de créer de nouvelles choses, de nouveaux univers, de nouveaux romans parce que j'ai mûri vraiment assez vite dans ma littérature et dans mon écriture depuis que je suis dans le milieu. J'ai énormément évolué. Et du coup, j'ai envie d'avancer, de pas forcément me cantonner aux projets qui sont entre guillemets derrière moi. J'ai pas honte de ce que j'ai produit, mais j'ai conscience que ce sont des œuvres de jeunesse et que je suis capable de produire des romans qui sont peut-être un peu plus nuancés ou peut-être un peu plus aboutis sur certains points qui pêchent dans d'autres livres. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Manon Isabelle d'Ambremont et que nous allons nous intéresser à ces légendes de Fae puisque c'est le tome 1 que j'ai eu le plaisir de lire en répondant à une petite annonce sur Facebook. Vous cherchiez des gens qui parlent de votre roman. Les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est de plus en plus important dans une vie d'artiste. Assez fondamental même. Personnellement, si je pouvais me passer de Facebook, je le ferais avec grand plaisir et sans la moindre hésitation. Mais c'est fondamental pour garder le contact, que ce soit avec les lecteurs, avec les blogueurs, avec les éditeurs. Tout se passe par les réseaux sociaux de nos jours et on ne peut pas, je veux dire, être artiste et s'en passer. Pas à mon niveau, en tout cas, pas au niveau des auteurs et des éditeurs indépendants. Et donc, ces légendes de Fae, on va parler de Dark Fantasy. En préparant cette interview, je vous disais que, en fait, je me suis aperçu que je n'avais jamais lu de Dark Fantasy. Il y a plusieurs, j'imagine, comme le rock, genre littéraire autour de la fantasy. Est-ce qu'on peut avoir un petit pitch de ce roman où on peut s'attendre à un univers féerique puisqu'il y a des fées, des dragons, des personnages comme ça presque mythologiques, mais c'est un univers qui est vraiment très sombre. C'est un univers très sombre parce qu'il est inspiré de la mythologie celtique irlandaise, donc pas les fées au sens la fée clochette qu'on voit par exemple dans Peter Pan, mais les fées F-E-A, pardon, donc des fae plutôt à ce sens, dans ce sens-là. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je l'ai appelé de travers, mais c'est pas grave. Voilà, c'est des créatures d'une mythologie. Donc on n'est pas ici dans quelque chose de Disney ou de dessin animé pour enfants. On est vraiment face à des créatures que moi j'ai rencontrées pour la première fois dans des romans d'urban fantasy. Par exemple, les Chroniques de Michaela Lane ou les Mary Gentry de Laurel Hamilton. C'est la première fois que j'ai été mise en contact avec ces termes, avec cette mythologie aussi. Et donc, j'ai fait des recherches sur le sujet. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était loin des ambiances paillettes, arc-en-ciel et bisounours qu'on a tendance à voir et que ça avait été souvent dans la culture populaire très infantilisé. Voilà. Mais qu'en réalité, les légendes sont plutôt dures, sont plutôt sombres. Tout ce qui touche aux fae, c'est vraiment à la limite du monstrueux, je vais dire. Donc, c'est ce qui m'a inspiré là-dessus, principalement pour le peuple des Unseelie. Donc, dans le premier tome des légendes fae qui s'intitule La chienne de l'ombre, on rencontre Melian et Lialé, qui sont deux sœurs et qui sont les filles de l'empereur Unseelie. Melian est une bâtarde qui est née d'un viol perpétré par son père sur une de ses prisonnières, ce qui fait qu'elle est à moitié fée tout court et à moitié faumoire, donc le peuple guerrier, je veux dire, des Unseelie. Et elle souffre au quotidien des abus de son père qui lui tape dessus parce que c'est un
gars très charmant. Et donc, elle décide de s'en aller et d'aller suivre un entraînement au camp des Fommoirs, donc avec les autres guerriers, ce qui fait doucement rigoler Fenrir, et c'est pour ça qu'il l'autorise à le faire, parce qu'il est persuadé qu'elle va revenir en pleurant, sauf que non, elle tient le coup. Et parallèlement à tout cet entraînement, je veux dire toute cette initiation dans la première partie du livre, on va suivre également Eliale, qui est aussi la fille de Fenrir, mais cette fois avec la reine des Bonchi, donc qui était, je veux dire, une enfant consentie, et qui manipule la magie. Malheureusement pour elle, les Unseli, ils sont pas très fans de tout ce qui est magie. Ils trouvent que c'est pas spécialement glorieux de vaincre ses ennemis avec ce genre de procédé. Donc, elle devient le nouveau souffre-douleur de son père et continue à surveiller cette demi-sœur qu'elle ne connaît finalement pas. Elle la surveille à travers son miroir et elle apprend à s'y attacher. Un lien un peu étrange se développe entre elles et elle va, je veux dire, sauter sur une occasion, je vais pas trop spoiler le contenu, mais elle va sauter sur une occasion pour pouvoir la rencontrer et se l'attacher. Voilà, c'est un peu le début du livre. Et puis, quand on parle de Dark Fantasy, dans Dark Fantasy, il y a Dark, donc ça veut dire que c'est noir, c'est sombre, et j'ai été, moi, très surpris de lire des choses qui sont vraiment très dures dans la littérature. Une scène de viol, les combats sont vraiment décrits, c'est violent. Elle souffre, Méliane, à vouloir devenir comme les autres, mais ça sert l'histoire. Mais ça reste quand même de très bonnes surprises. Je vous disais en préparant cette interview, venant d'une femme, on s'attend des fois à des choses plus poétiques et d'être bousculé comme ça dans une littérature, eh ben ça fait du bien. Ben, c'est gentil, ça me fait plaisir, mais ça me fait sourire aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je connais beaucoup d'auteurs femmes qui ne sont pas tendres du tout avec leurs personnages et qui écrivent des choses qui peuvent être vraiment très sombres. Là, spontanément, je pense à Estelle Faye et au Seigneur de Bohême, son dernier roman qui est quand même assez dur, assez sombre, assez sale. Je pense aux Illusions de Saveloire de Manon Fargueton où le personnage de Fell s'en prend mais plein la poire, mais du début à la fin, et qui est finalement un roman de femme mais aussi un roman très difficile. Voilà, il y a plusieurs auteurs comme ça qui me viennent dans la fantasy. Je vais pas dire dark parce que ça en est pas spécifiquement, mais la fantasy, c'est vrai qu'on peut faire cette comparaison avec le rock. Il y a plein de genres différents et même parfois dans la musique, il y a des morceaux qui se retrouvent à la jonction de plusieurs genres. On a un peu du mal à les classer. Et dans la fantasy, on a un peu ce problème, c'est qu'il y a pas des règles, mais il y a des critères, voilà, qui peuvent s'appliquer, qui peuvent aider à établir un classement, mais il y a des livres qui se mettent un peu à la jonction de tous ces critères, et du coup qui rentrent un peu dans un style, un peu dans un autre, et ça pose vraiment problème pour poser une base de genre. Moi, je dis que je fais de la dark fantasy parce que j'ai réfléchi sur ce genre, que je trouve que mes romans rentrent dedans par les critères, par la psychologie, par la manière, enfin parce que je veux faire passer dedans, mais il pourrait se trouver à la frontière d'autres genres aussi. C'est un peu compliqué cette histoire de classification. Même à l'UNIF, on est toujours en train de se poser les questions, donc c'est vous dire. Alors ça n'empêche que les personnages sont très bien développés, ils sont ambigus, on retrouve des personnages qui louvoient par derrière, qui essayent de manipuler le Seigneur. Il est absolument on va dire dans sa grande splendeur, sûr de lui, de pouvoir gouverner tout le monde. Enfin, il y a plein de rebondissements et il y a d'autres tomes qui suivent cette chienne de l'ombre. Le déchu est déjà paru et il y a le 3e qui va paraître prochainement. Tout à fait, donc il est déjà sorti en numérique et il va paraître en papier courant septembre a priori, maximum pour les aventuriales de Ménétrol. Ce sera effectivement une trilogie, donc ce tome 3 marquera la fin de ce cycle autour de Méliane en tout cas. Ça veut dire qu'il y a peut-être un autre cycle dans le même univers qui pourrait voir le jour? C'est un projet potentiel. Je vais pas trop m'avancer dessus, mais c'est un projet que j'ai eu. J'ai déjà certaines idées, j'ai déjà des débuts, je vais dire, mais actuellement, je me concentre sur d'autres choses.
Alors vous avez parlé de format numérique et de format livre. Le format numérique est d'apport disponible. Vous faites partie de cette génération qui n'a aucun complexe et aucune chose contre le format numérique, et on s'aperçoit que il est de plus en plus présent. Il y a beaucoup de gens qui lisent sur liseuse ou sur autres supports. Oui, dont moi d'ailleurs, mais pour être tout à fait honnête, pendant très longtemps, j'ai été vraiment très réfractaire au numérique. J'étais absolument contre, je ne voyais pas l'intérêt de posséder une liseuse. Je trouvais que ça enlevait son âme au livre en quelque sorte. Et j'ai longtemps lutté. Puis est arrivé le moment fatidique où je me suis rendu compte que j'achetais plein de livres qui coûtaient rapidement entre 15 et 20 euros et qui n'étaient pas toujours à la hauteur de mes espérances, que je voulais découvrir des auteurs mais que j'étais pas trop sûre de si leur livre allait me plaire ou pas, qu'il y a des livres que j'étais contente d'avoir lus mais que je n'irais qu'une seule fois et que finalement ça me laissait indifférente qu'ils soient ou pas dans ma bibliothèque. Et comme je voyage beaucoup pour les salons, ça devenait aussi compliqué de me dire « Ah tiens, j'ai 4 heures de train jusque Lyon, donc je vais prendre plus ou moins 2 livres, mais il faut que je pense à… » Voilà, c'était vraiment très compliqué. La liseuse a un côté très pratique. Donc je m'en suis fait offrir une pour Noël, d'il y a plus ou moins… Il y a 1 an et demi que je l'ai maintenant et je suis de plus en plus convertie en numérique. Ça a vraiment plein d'avantages, que ce soit au niveau écologique, donc forcément plus de papier, donc moins de gaspillage à ce niveau-là, que ce soit au niveau du poids, parce que quand on voyage beaucoup comme moi, ben ça a un intérêt, on ne va pas se le cacher, ou que ce soit au niveau de la facilité. Je veux dire, je suis également blogueuse, les services presse en numérique, ça arrange tout le monde. C'est plus pratique pour les éditeurs, ils perdent moins d'argent dans les envois. Ça peut permettre d'aider des auteurs indépendants qui ont envie d'être lus, mais qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs livres en papier. Finalement, j'en suis actuellement à un stade où papier ou numérique, pour moi, c'est la même chose. Je ne vis plus une différence comme c'était le cas au début. Et puis au niveau de la place que ça prend chez soi, hein, il faut reconnaître que quand Oui. on lit beaucoup, les bibliothèques c'est joli, mais une liseuse ça prend moins de place. Hein. C'est le cas, et bon, quand on s'apprête à déménager, par exemple, et qu'on se dit oh là là, je vais devoir prévoir combien de caisses pour mettre tous mes livres, sans compter que moi je suis également une grosse lectrice de manga. Je commence aussi la lecture de comics, donc ça c'est des choses qui ne passent pas en numérique, en tout cas pas sur une liseuse, et de toute façon que je n'ai pas envie de passer en numérique. Donc et ça prend énormément de place. La moitié de ma bibliothèque c'est du manga, c'est du comics. Donc voilà, parce que j'ai fait un tri dans mes livres il n'y a pas très longtemps, et pourtant j'ai l'impression que j'ai rien fait parce qu'elle est toujours aussi bondée cette bibliothèque. L'autre versant des auteurs, c'est que vous devez vous déplacer et faire les salons, parcourir la Belgique pour vous, mais peut-être aussi un peu la France pour se faire connaître. Ça se passe bien. Vous partez à la rencontre de vos lecteurs. En fait, c'est quelque chose qu'on fait naturellement et avec plaisir. Alors oui, moi déjà je tiens à préciser que je me déplace énormément en France. De base, pendant mes 2 premières années en tant qu'auteur, j'étais beaucoup plus en France qu'en Belgique. Parce qu'il y avait moins d'événements en Belgique. La tendance qui est en train de s'inverser d'ailleurs cette année où il y a plein de petits événements qui ont vu le jour. Mais oui, aller à la rencontre du public, c'est une évidence pour tous les auteurs indépendants et je dis indépendants, mais même pour les plus gros auteurs, ça coule de source. Il faut aller à la rencontre de son public et c'est un plaisir aussi de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir leur parler de nos livres et aussi d'avoir des gens qui viennent nous trouver et nous dire ah j'ai lu ça, ça m'a vraiment bien plu, du coup j'ai acheté la suite ou du coup j'ai acheté vos autres livres. Voilà, c'est vraiment très gratifiant et ça fait plaisir parce que parfois, enfin derrière son écran, on se rend pas toujours compte d'à quel point on peut être lu parce que tout le monde n'est pas blogueur, tout le monde ne pense pas laisser un avis sur les réseaux comme Booknote, comme Babelio, comme Livre Addict. Donc ça permet de prendre vraiment la pleine mesure de des gens qu'on peut toucher. Ça permet de discuter davantage que par messagerie interposée aussi. Donc voilà, c'est vraiment très très positif et c'est toujours de belles expériences, même si on en ressort vraiment épuisé forcément à la fin d'un salon. Mais voilà, moi personnellement, je suis vraiment toujours contente de me déplacer
et d'aller à la rencontre du public. Un grand merci à Manon Isabelle Dombremont qui nous accompagnait dans cette émission pour nous parler de son univers Dark Fantasy, mais aussi de ses ouvrages et notamment de cette trilogie Légende Fae que je vous invite tout particulièrement à découvrir et à lire. Le premier tome s'appelle La Chienne de l'Ombre, le deuxième s'appelle Le Déchu et le troisième, qui n'est sorti qu'en numérique pour l'instant, s'appelle Les Faradrilles. Il sortira très prochainement en format livre. Pour en savoir plus, il y a bien sûr une page Facebook, Manon Isabelle Dombremont. Sinon, il y a un très bon site internet qui regroupe tous les ouvrages, la vie de l'auteur, tout ce qu'elle a fait, les critiques. Il s'agit tout simplement d'un site qui s'appelle dombremont.com, dombremont.com, dombremont.com. Merci beaucoup Manon Isabelle Dombremont. Très bonne continuation à vous. Merci beaucoup, avec grand plaisir.